Bienvenue, vous qui êtes passionné d'histoires captivantes et passionnantes. Nous avons pour vous une histoire émouvante comme jamais. Prenez une tasse de café et nous pouvons commencer. Nous vous laissons avec notre griot narrateur favori. Ne n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au fait des prochaines histoires. Voilà. C'est parti. Le soleil commençait sa lente descente sur la ville, projetant une lueur dorée sur les toits scintillants, tandis que le voiturier s'arrêtait devant le restaurant le plus chic de la ville. Le genre d'endroit où les couverts coûtaient plus qu'un mois de loyer dans la plupart des quartiers. Léonard sortit en premier, son blazer sur mesure, épousant parfaitement sa silhouette sculptée, sa montre étincelant comme un insigne de fierté. Il avançait avec l'assurance fluide d'un homme né dans le privilège, un prince dans un monde qui s'inclinait devant son nom. Amara le suivit de près, ses pas élégants mais mesurés, son sourire maîtrisé mais forcé. Elle portait une robe simple mais bien ajustée, empruntée à une amie. Ses boucles d'oreilles dorées étaient fausses, mais elle se tenait droite, avec la dignité d'une reine. Elle avait compris depuis longtemps que survivre signifiait parfois porter un masque si bien qu'on en oubliait ce qui se cachait en dessous. Il lui ouvrit la portière avec une élégance étudiée, et elle s'installa sur le siège en cuir moelleux, son cœur battant déjà, non pas de désir, mais de crainte. Ils roulèrent un moment en silence, la voiture ronronnant doucement comme une bête apprivoisée. Léonard laissa glisser un regard de côté, ses yeux perçants derrière des lunettes de soleil de créateur. « Pourquoi tu me demandes toujours de te déposer au carrefour ?» demanda-t-il d'un ton léger, mais sa voix était tendue, enroulée autour de quelque chose de plus profond. Amara jouait nerveusement avec l'ourlet de sa robe. Sa voix était basse. « C'est plus simple, c'est tout. » Léonard rit, sans chaleur. « Plus simple ? Amara, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Je t'ai emmené à Paris, à Dubaï, à Zanzibar. Tu as rencontré ma famille. Tu es allé dans le manoir de mon père. Et moi, je n'ai jamais mis les pieds chez toi. Tu ne trouves pas que c'est le moment que je vois d'où tu viens ? » Sa gorge se serra. Elle sourit, un sourire forcé, fragile. « Ce n'est pas nécessaire, vraiment. »« J'insiste, » répondit-il, déjà en train de tourner le volant, changeant de direction sans attendre son accord. La ville défila lentement autour d'eux, les paysages se transformant subtilement, les vitrines brillantes et les haies taillées cédant la place à des trottoirs fissurés et des portails rouillés. Les rues se resserraient. L'air s'épaississait, chargé de fumée de bois brûlé et de vie brute. Léonard fronça le nez. « On y est presque ?» demanda-t-il. Amara hocha seulement la tête. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Elle fixait la vitre, son cœur battant dans sa poitrine comme un oiseau en cage. Ils empruntèrent une dernière ruelle, poussiéreuse, irrégulière, encombrée. Des enfants couraient pieds nus sur la route et des cordes à linge pendaient entre des maisons aux murs fatigués. « C'est ici », murmura-t-elle. La Merced s'arrêta devant une petite cour. Les murs s'écaillaient. Le toit s'affaissait légèrement au centre. Un seau en plastique recueillait goutte à goutte l'eau d'un vieux tuyau rouillé. Un petit potager, la fierté de sa mère, fleurissait courageusement dans un coin. Léonard resta figé. Le silence dans la voiture était étouffant. Avant qu'aucun d'eux ne dise un mot, la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. La mère d'Amara apparut, vêtue d'un pagne et d'un chemisier délavé, les mains pleines de farine, un sourire chaleureux illuminant son visage marqué par les années. « Amara, tu es rentrée et tu as amené un visiteur. » Amara sortit lentement de la voiture, honteuse de ses jambes tremblantes. « Maman, voici Léonard, mon fiancé. » Le sourire de sa mère s'élargit. « Ah, le jeune homme qui fait briller les yeux de ma fille comme le soleil du matin. Bienvenue, mon fils. » Léonard hésita, puis sortit de la voiture. Il tendit la main à contre-cœur. Elle la prit entre les siennes, avec douceur. « Entre donc. Je vais te préparer un petit quelque chose à manger, » dit-elle, déjà repartie vers la cuisine. Léonard regarda Amara, son expression indéchiffrable. Elle hocha la tête, à peine. Il entra dans la maison. Le salon était petit, étouffant de chaleur. Des meubles dépareillés bordaient les murs. Un vieux ventilateur tournait lentement, geignant sous la chaleur.
Il s'assit sur le canapé usé, ses yeux scrutant chaque recoin, chaque détail criant l'inconfort. Quelques instants plus tard, la mère d'Amara revint avec un bol fumant de pâte de maïs et de soupe aux légumes. « Voilà ce qu'on a aujourd'hui, mon fils, » dit-elle avec fierté. « Mange, s'il te plaît. » Léonard fixa le bol ébréché, la cuillère dépareillée, le gobelet en plastique. Il ravala sa salive. « Merci, maman, mais j'ai déjà mangé, » répondit-il avec un sourire forcé. « Allons donc, rit-elle, tu dois manger encore. » Mais Léonard était déjà debout. « Je dois y aller. » Il sortit sans un regard en arrière. Amara le suivit, la voix tremblante. « Léo, attends. » Il se retourna, les yeux en feu. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que ta famille était aussi pauvre ?» Elle se figea. « Ça fait 5 ans, Amara. 5. Et jamais je n'ai su que tu venais d'un endroit comme ça. Qu'est-ce que ça change ?» murmura-t-elle. « Je t'aime. » Il rit, un rire tranchant comme une lame. « L'amour ne construit pas un avenir. Mes parents n'accepteront jamais ça. Je ne peux pas vivre comme ça. » Un silence. « Tu as honte de moi, dit-elle. Il ne n'y a pas. Je ne peux pas, Amara, je ne peux pas porter ce fardeau. » Et juste comme ça, il s'en alla. La poussière s'éleva dans l'air alors que sa Mercedes s'éloignait dans le crépuscule, ne laissant derrière elle que le silence, la honte et une fille dont le cœur venait de se briser en 1000 morceaux silencieux. La maison était chaude, pas la chaleur luxueuse d'un chauffage central ou celle d'une bougie parfumée, mais celle de la vie, d'années de repas préparés au feu de bois, de rires rebondissant contre des murs fissurés. Léonard était assis raide sur le canapé, ses chaussures vernies à peine posées sur le tapis usé. La petite pièce l'enveloppait trop fort, avec ses rideaux décolorés et ses fleurs en plastique dans un vase poussiéreux. Ça sentait les herbes, la terre, la famille et les épreuves, des parfums qui n'avaient jamais effleuré les couloirs en marbre du manoir de son père. La mère d'Amara fredonnait doucement dans la minuscule cuisine, inconsciente de la tempête qui grondait dans la poitrine de son invité. Elle bougeait avec grâce, avec cette assurance qu'ont ceux qui ont appris à vivre avec peu, mais à aimer malgré tout. Elle revint quelques instants plus tard, un bol entre les mains, de la pâte de maïs et une soupe de légumes, fumante et modeste. « C'est ce qu'on a aujourd'hui, mon fils, » dit-elle fièrement en posant le plat devant Léonard. « Serre-toi, je t'en prie. » Les yeux de Léonard tombèrent sur le bol en bois dont le rebord était légèrement ébréché. Une cuillère dépareillée reposait à côté. Les légumes flottaient dans un bouillon léger, humble, sincère. Rien de ce à quoi il était habitué. Pas de garniture, pas de vin importé, pas de serviette en lin pliée comme un cygne. Sa gorge se serra. « Merci, maman, » dit-il avec un sourire forcé, « mais j'ai déjà mangé. » Elle rit doucement, avec la tendresse d'une mère. « Un jeune homme comme toi, tu dois manger davantage. » Il regarda Amara, ses yeux à elle suppliaient, ses mains étaient serrées sur ses genoux. Elle lui fit un léger signe de tête, juste une petite étincelle d'espoir qu'il fasse un pas vers elle. Mais la tension dans sa poitrine ne faiblit pas. Léonard se leva brusquement. La chaise racla le sol avec un bruit désagréable. « Il faut que je parte, dit-il. » La mère d'Amara cligna des yeux. « Mais tu viens à peine d'arriver. » J'ai dit « Je dois y aller. » Sans un autre regard, il se dirigea vers la porte, suivi dans l'ombre par la déception, comme un fantôme. Dehors, la chaleur s'était adoucie, fondue dans le crépuscule. La rue brillait sous une couverture de lumière orangée. Amara accourut, ses sandales claquant contre le sol poussiéreux. « Léo, attends !» l'appela-t-elle, sa voix brisée. Il se retourna brusquement, le visage fermé, impénétrable. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» lança-t-il acerbe. « Te dire quoi ? Que ta famille est aussi pauvre. » Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. « C'est incroyable, » dit-il en désignant la maison. « 5 ans, Amara, 5 ans. Et je pensais, Dieu, je pensais que tu vivais au moins dans un quartier convenable. » Ses yeux à elle se remplirent de larmes, mais elle tint bon. « Est-ce que ça change quelque chose ? Je t'aime, Léonard. Ce n'est pas suffisant ?» Il rit, amer. « L'amour ne construit pas un avenir. L'amour ne paie pas les factures, ni n'ouvre les portes. Tu penses sérieusement que mes parents vont accepter ça ? Que moi je peux vivre comme ça ? Tu as honte de moi, murmura-t-elle, la voix tremblante. Il ne répondit pas. Le silence fit plus mal que n'importe quelle insulte. J'aurais dû savoir, dit-elle.
Tu as toujours été trop fier, trop prudent. Tu aimais ce que je te faisais ressentir, pas qui j'étais. » Léonard la fixa longuement. Pas quelque chose vacillant dans son regard. Peut-être de la culpabilité, ou simplement du dégoût enveloppé de pitié. « Je ne peux pas, Amara, dit-il enfin d'une voix calme. Je ne peux pas épouser une famille qui sera un poids à porter. » Et sur ces mots, il tourna les talons, monta dans sa voiture et disparut, la poussière tourbillonnant derrière lui comme une ponctuation cruelle à la fin de leur histoire. Amara resta figée au milieu du chemin de terre, les épaules tremblantes. Un chien aboya au loin. Quelque part, un enfant riait, sans savoir que le monde de quelqu'un venait de s'effondrer. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle était recroquevillée sur son matelas trop fin, son téléphone vibra. « Je suis désolé, Amara, mais on ne peut pas être ensemble. Ta famille est trop pauvre et je ne peux pas porter ce fardeau. J'espère que tu comprendras. » Ses doigts tremblaient en lisant le message. Une fois, 2 fois, encore. Les larmes coulèrent en silence, imbibant l'oreiller sous elle. Elle lui avait offert son cœur. Il en avait mesuré la valeur en argent. Et elle était sortie déficitaire. La demeure des Desmond était une forteresse de verre, d'or et de froideur. Les sols en marbre brillaient comme de l'eau immobile, l'air parfumé aux fleurs importées et au silence coûteux. Ici, tout scintillait, sauf la chaleur humaine. Léonard était affalé dans le salon en contrebas, un verre de whisky vieilli à la main, le genre de boisson dont le prix dépassait le salaire annuel de bien des hommes. Il faisait défiler distraitement son téléphone, écoutant à peine les douces notes de musique classique, diffusées par les enceintes dissimulées dans le plafond. Il revenait tout juste d'un séjour dans une station balnéaire de luxe avec des amis, une énième escapade offerte par une vie qu'il n'avait jamais eu à mériter. Son père, Monsieur Desmond, était assis en face, telle une statue taillée dans la pierre, consultant des rapports financiers avec une précision chirurgicale. Son costume parfaitement ajusté ne présentait aucun pli, et pas une seule fois il ne leva les yeux vers son fils. « Tu devrais commencer à penser à ton avenir, » dit-il enfin, d'une voix plate. Léonard esquissa un sourire sans détourner les yeux de son écran. « N'est-ce pas à ça que sert la fortune familiale? Pour que je n'ai pas à m'en soucier. » Les yeux de Desmond se levèrent lentement. Froid, calculateur. La richesse ne s'hérite pas, Léonard. Elle s'entretient. Et tu n'as rien fait pour la préserver. Léonard leva les yeux au ciel, déjà lassé du sermon. Cette conversation, il l'avait souvent eue. Il n'avait aucun désir de porter le poids de l'empire Desmond. Pourquoi le ferait-il? On lui avait toujours tout donné. Mais ce soir-là, tout changea. Monsieur Desmond rentra plus tôt que d'habitude, chose rare pour cet homme de routine. En franchissant le seuil du hall silencieux, il sentit que quelque chose clochait. Des rires étouffés flottaient dans l'escalier. Une voix de femme, celle de sa femme. Sa mâchoire se crispa. Il avança comme un prédateur silencieux, ses chaussures de cuir glissant sur le marbre poli. Les rires cessèrent. Puis vinrent des bruissements précipités, des vêtements, des pas, la panique. Il ouvrit la porte de la chambre d'un coup sec, et le monde s'effondra. Evelyn se tenait près du lit, son chemisier à moitié déboutonné, les yeux écarquillés par la culpabilité. À ses côtés, un homme torse nu figea sur place, serrant une chemise froissée contre lui, le visage blême de terreur. Le visage de Desmond ne bougea pas, mais ses poings se fermèrent. « C'est donc ça que tu fais pendant que je bâtis des empires » dit-il d'une voix basse et tranchante. « Desmond, je t'en prie, je peux expliquer. » « Expliquer quoi ?» L'autre homme s'enfuit, le frôlant comme un lâche sur un champ de bataille. Desmond ne bougea pas. Sa rage n'était pas dirigée contre l'intrus. Ses yeux se fixèrent sur Evelyn comme une lame. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il. Evelyn balbutia, les larmes coulant déjà. Ça ne voulait rien dire. Il s'approcha d'un pas. « Dis-moi une chose. » Un temps, une respiration. L'orage. « Est-ce que Léonard est vraiment mon fils ?» Silence. Le visage d'Evelyn se transforma, son souffle se coupa, ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. « Je vais le découvrir moi-même. » Et il le fit. 3 jours plus tard, la vérité arriva dans une enveloppe fine, scellée avec une froideur irrévocable. Léonard, convoqué par son père, entra dans le bureau perplexe. Evelyn était déjà là, assise comme un fantôme dans un coin. Son visage était vide, vidé. Desmond tendit à Léonard le document. « Lisse. »
Léonard déplia les résultats. Ses doigts tremblaient légèrement tandis que ses yeux parcouraient les lignes. Probabilité de paternité, 0%. « Non, non, ce n'est pas possible, murmura-t-il. Il doit y avoir une erreur. »« Maman » se tourna-t-il vers elle, suppliant, submergé. Mais Evelyn ne fit que pleurer. « Je ne savais pas, chuchota-t-elle. Je pensais qu'il y avait une chance. »« Il n'y avait aucune chance, trancha Desmond. Pendant 27 ans, je t'ai élevé. Je t'ai donné mon nom, ma fortune. Et toi, il se tourna vers Evelyn, la voix tremblante, tu m'as laissé vivre dans le mensonge. Il se tourna vers Léonard, ses yeux froids comme l'acier. Tu n'es pas mon fils. Papa, ne m'appelle pas comme ça. Les jambes de Léonard fléchirent. La pièce sembla basculer, comme si le sol avait trahi la gravité. Toute son identité, son héritage, son nom était arraché comme un vieux papier peint. Tu n'es rien pour moi. Desmond décrocha le téléphone. Sécurité. Raccompagnez ces deux-là hors de ma maison. Léonard suffoqua. Tu nous mets à la porte? Desmond ne s'y la même pas. Je ne logerai pas un bâtard et une femme menteuse sous mon toit. 10 minutes plus tard, les grilles se refermèrent derrière eux. Le manoir, le seul monde que Léonard n'avait jamais connu, disparut derrière un flou de larmes et de honte. Ils passèrent la nuit dans un motel bon marché qui empestait l'humidité et le désespoir. Evelyn, assise au bord du lit, se tordait les mains. Léonard fixait le plafond, engourdi. Les draps étaient fins, le matelas dur, mais ce n'était pas cela qui l'empêchait de dormir. C'était le silence. Pour la première fois de sa vie, Léonard entendit le son du vide, pas de domestique, pas de luxe, pas d'avenir, juste l'écho brut de sa propre respiration. « Je ne sais pas quoi faire », murmura Evelyn, lui non plus. Car pour la première fois, Léonard n'avait plus rien, ni nom, ni fortune, ni identité. Seulement l'arrière-goût amer de la trahison et le poids insupportable de la vérité. Le motel n'était qu'une boîte aux murs écaillés et à l'air rance. L'ampoule clignotait faiblement comme trop fatiguée pour rester allumée. Léonard était assis au bord du matelas taché, sa montre de luxe toujours à son poignet, relique d'une vie passée qui ne lui appartenait plus. Cela faisait plusieurs jours que la vérité avait réduit son monde en cendres. Il parlait à peine. Evelyn non plus. Elle restait plantée devant la petite fenêtre, regardant la rue en contrebas comme si elle y cherchait une réponse. Fini les robes élégantes, le parfum, les colliers de perles. Elle portait désormais des vêtements simples, ses cheveux attachés en un chignon fatigué. La femme qui autrefois animait des dîners mondains pliait maintenant des serviettes dans le silence. Une semaine plus tard, ils trouvèrent un petit appartement. Si on pouvait appeler cela un appartement. Une seule pièce, un plafond qui fuyait, un ventilateur qui toussait plus qu'il ne tournait. Les murs jaunis par le temps et le regret. Pas de rideaux, juste des journaux anciens collés aux vitres pour bloquer le soleil. Un endroit conçu non pour le confort, mais pour la survie. Léonard ouvrit le réfrigérateur, vide. Juste une bouteille d'eau et un sachet de pain rassis. Il en arracha un morceau, le mâcha lentement, le goût amer de l'humiliation lui collant à la langue. Ses journées se passaient à arpenter les rues, CV à la main, fierté laissée derrière lui. Au début, il s'habillait encore avec élégance, accroché à l'idée que l'apparence comptait. Mais les costumes commencèrent à s'user, et les portes à se refermer de plus en plus vite. « Vous êtes surqualifié, disait-il. On n'a pas besoin de quelqu'un de votre profil. Vous ne semblez pas fait pour ce genre de travail. » L'ironie cruelle. Le même charme qui avait fait de lui le garçon en or le rendait maintenant déplacé. Trop soigné pour un chantier, trop inexpérimenté pour la gestion, trop fier pour la vente. Son téléphone, autrefois un portail vers un réseau infini, était devenu silencieux. Plus de réponse. Les groupes de discussion moururent d'eux-mêmes. Le monde du luxe n'avait pas de place pour la pauvreté. Un après-midi, il s'assit sur le trottoir devant un centre d'emploi, la cravate desserrée, la sueur collant sa chemise à son dos. Des enfants couraient pieds nus, poursuivant un ballon crevé avec une joie qu'ils n'avaient jamais connue. Une femme vendait des bananes plantains grillées sous un vieux parasol. La fumée montait dans le ciel comme des prières muettes. Léonard les observait, engourdi. Son ventre grogna. Il ferma les yeux. Evelyn, de son côté, avait cessé d'attendre un miracle. Elle avait trouvé un emploi de femme de ménage dans les bureaux d'une petite entreprise.
lavant les sols qu'elle avait autrefois foulés en talons, frottant les toilettes avec les mêmes mains qui signaient des chèques de gala. Elle ne se plaignait jamais. Elle travaillait, simplement. Chaque matin, elle partait, un foulard noué sur la tête, un petit repas emballé dans du nylon et un baiser fatigué déposé sur le front de Léonard. Elle ne le disait pas, mais son message restait le même. Il faut survivre. Et Léonard commença à la voir. Pas comme la femme brisée qui avait gardé un secret, mais comme une mère qui refusait de plier. Une nuit, l'électricité sauta. Le ventilateur mourut. La chaleur s'installa comme une fièvre. Léonard s'allongea sur le sol, fixant le plafond, la sueur coulant lentement sur ses tempes. Il murmura, la voix brisée, « Je jugeais ça avant ». Il se souvenait de ces quartiers qu'il traversait autrefois, vitres relevées, nez levé, les réduisant à l'autre côté. Mais maintenant, c'était son côté, et c'était réel. La saleté sous ses ongles, la douleur dans ses os, le rejet à chaque entretien, les repas de Gary et d'Arachide, le silence de ses anciens amis. C'était la descente, mais c'était aussi la vérité. Pour la première fois de sa vie, Léonard voyait le monde sans vitres teintées, et il ne ressemblait en rien à celui qu'il pensait régner. Les nuits étaient longues désormais, non pas à cause de la solitude, bien qu'elle surgisse parfois en vagues soudaines, mais parce que chaque heure comptait. Amara n'avait plus de place pour les larmes. Le chagrin avait été chassé de son âme et remplacé par quelque chose de plus brûlant, de plus forgé dans le feu, la détermination. Le jour, elle travaillait dans une petite épicerie, encaissant des sacs de riz et des boîtes de conserve pour des clients qui à peine la regardaient. La nuit, elle lavait la vaisselle à l'arrière d'un restaurant de bord de route, les mains abîmées par le savon, le dos endolori par des heures passées penchées sur des assiettes grasses. Le salaire ne suffisait même pas à payer l'électricité, mais elle ne se plaignait jamais. Elle avait appris que la dignité ne se trouvait pas dans ce qu'on fait, mais dans la manière dont on le fait. Un soir, pendant une pause derrière la cuisine, elle s'assit aux côtés de sa collègue, Mama Kem, une femme aux hanches larges, au rire tonitruant, avec des yeux qui avaient vu les pires épreuves de la vie, mais trouvaient encore comment briller. « Tu travailles trop, ma fille, dit Mama Kem en s'essuyant le front. Tu vas t'épuiser avant d'avoir fleuri. » Amara esquissa un sourire, trop fatiguée pour répondre. Mama Kem fouilla dans son sac et sortit un flyer froissé. « Tiens, mon cousin organise un séminaire pour les jeunes, une formation en entrepreneuriat. C'est gratuit. » Amara le prit, ses yeux parcourant le papier. « Atelier pour jeunes entrepreneurs, construit avec ce que tu as. » Elle ne dormit pas cette nuit-là. Son esprit bouillonnait d'idées, de questions, de faim. Pas la faim que l'on apaise avec de la nourriture, mais celle qui empêche l'âme de s'éteindre. Le séminaire eut lieu dans une salle étouffante, aux chaises en plastique et aux micros grésillants. De jeunes hommes et femmes remplissaient la pièce, les yeux pleins à parts égales d'espoir et de peur. Un homme en chemise propre, mais chaussures poussiéreuses, se tenait devant eux, parlant avec la passion de quelqu'un qui avait connu la galère. « Tu n'as pas besoin de millions pour commencer, disait-il, sa voix s'éleva. Tu as besoin d'un but, d'une vision. Tu as besoin de commencer. » Amara, assise au fond, sentait son cœur tambouriner. Elle écoutait chaque mot comme une révélation. À la fin, on demanda des volontaires pour présenter leurs idées. Elle hésita, puis elle se leva. « Je veux lancer un service de livraison, » dit-elle d'une voix ferme. Les petits commerçants de mon quartier, boulangers, tailleurs, boutiques, perdent des clients car les gens ne peuvent pas se déplacer. Je veux être le pont entre eux. La salle devint silencieuse. Puis le formateur hocha lentement la tête. « Qu'est-ce qui t'en empêche ?» Amara inspira profondément. « Je n'ai pas de capital, pas de matériel. Juste cette idée et ma volonté de travailler. » Il sourit. « C'est déjà plus que ce que beaucoup possèdent. » Cette nuit-là, ces mots résonnèrent dans sa poitrine comme un cri de guerre. Commence avec ce que tu as. Le lendemain matin, Amara se rendit à la boulangerie du coin, chez Mamangwa, une petite boutique qui sentait le sucre, le bois brûlé et la nostalgie. La boulangère leva les yeux, essuyant ses mains couvertes de farine sur son tablier. « Amara, tout va bien ?» Amara hocha la tête, puis se lança. « Et si je t'aidais à livrer ton pain ? Les gens en achèteraient plus s'ils n'avaient pas à venir ici chaque matin.
Je peux aller de maison en maison, de boutique en boutique. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une chance. Mamangwa resta sceptique. Mais après un long silence, elle prononça les mots qu'Amara attendait. « Je vais te donner une chance, mais pas d'erreur. » C'est ainsi que tout commença. Pas de logo sophistiqué, pas de bureau, juste Amara. Une bicyclette empruntée et un sac de pain chaud attaché avec de la ficelle. Elle livrait avec soin, souriante, polie, reconnaissante, attentive. Elle veillait à ce que personne ne soit jamais déçu. Le bouche à oreille fit le reste. Très vite, un tailleur l'appela, puis une supérette, puis une école. Elle réinvestit chaque kobo, acheta un deuxième vélo, embaucha un garçon de sa rue, puis un autre. Elle apprenait sur le tas, logistique, planning, service client. Elle se formait en ligne avec du crédit Internet prêté. Elle travaillait pendant que d'autres dormaient. Et chaque fois qu'on lui disait « tu ne peux pas », elle murmurait en retour « regarde-moi faire ». La poussière sous ses pieds devint son insigne d'honneur. Amara, la fille qu'on avait abandonnée dans la honte, devenait une femme que le monde allait devoir apprendre à respecter. C'était l'étincelle. Le feu arrivait. Les rues de la ville étaient devenues son podium. Chaque matin, alors que le soleil s'étirait lentement, peignant le ciel de traînées dorées, Amara était déjà dehors, casque attaché, sacoche prête, téléphone vibrant sous la pluie de commandes. Ce qui avait commencé par un simple panier de pain s'était multiplié. Épicerie, colis, médicaments, documents. Elle était devenue l'artère entre les commerces et leurs clients, le rythme derrière le tumulte de la ville. Elle ne livrait plus seulement des marchandises. Elle livrait de la fiabilité, de la confiance, du changement. Le nom de sa petite entreprise, Swift Link, se propagea bientôt sur les lèvres des commerçants comme un refrain sacré. D'abord les recommandations, puis les demandes, puis la pression. Son petit carnet de commandes manuscrit ne suffisait plus. Les commandes explosaient, les erreurs s'insinuaient. Un après-midi, elle s'assit sous un manguier, la tête entre les mains, débordée par le chaos du succès. Mais elle ne céda pas, elle évolua. Amara acheta un smartphone bon marché avec ses économies et apprit à utiliser des applications de livraison et des tableurs. Le soir, elle s'inscrivit à des cours en ligne gratuits, écoutant des conférences sur le business tout en frottant le sol de sa chambre. Elle apprit la gestion opérationnelle, les logiciels logistiques, le management d'équipe, un tutoriel, un blog, une nuit blanche à la fois. Elle construisait quelque chose. Et cette fois, c'était à elle. Chaque semaine, elle formait de nouveaux livreurs, jeunes hommes et femmes autrefois sans emploi, affamés, oubliés. Elle ne leur offrait pas juste un travail, elle leur offrait un but. Elle leur apprenait à parler avec assurance, à traiter les clients avec respect, à rouler comme des pros. Ils portaient des uniformes simples, polo blanc avec le logo brodé à la main, mais ils marchaient avec fierté. Et la ville commença à remarquer. Un client devint 5, 5 devinrent 20. Très vite, elle put se permettre des motos, puis un petit bureau avec des vitres fendillées et trop peu de chaises. Peu importait. Pour elle, c'était un château. Au mur derrière son bureau, elle accrocha une citation. « Commence petit, rêve fort. » Mais le chemin ne fut pas facile. Les rejets tombaient comme la pluie en saison d'harmattan. De grandes entreprises se moquaient de sa jeunesse, de son genre, de sa petite entreprise. On remettait en question sa capacité, son envergure, son nom. Certains ne prenaient même pas la peine de répondre à ses mails. Mais Amara fit ce qu'elle avait toujours su faire. Elle continua à frapper aux portes. Elle continua à se présenter. Elle continua à construire. Ses livreurs étaient disciplinés. Ses livraisons, ponctuelles. Ses clients, fidèles. Et petit à petit, contrat après contrat, les grands noms vinrent à elle. Un jour, une entreprise de e-commerce multinationale l'appela. La responsable, une femme, lui dit « On a entendu parler de toi. Tu as bâti quelque chose d'exceptionnel. » Ce contrat changea tout. En 1 an, elle déménagea dans des bureaux dignes de ce nom. En 2 ans, elle possédait une flotte. En 3, elle créait son propre hub logistique. Son entreprise collaborait désormais avec plus de 50 commerces, assurant des milliers de livraisons chaque semaine. À l'âge de 30 ans, elle figurait parmi les jeunes entrepreneurs les plus influents de la ville. Les journaux la surnommaient « la reine des rues ». Son visage s'étalait en couverture de magazines, pas en robe de gala, mais en blasé, les bras croisés, le regard déterminé. Une bâtisseuse, une patronne, un phare.
Mais malgré tout, elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle lança un programme de mentorat pour les jeunes femmes, leur offrant des compétences, des emplois, du courage. Elle embaucha des mères qui avaient besoin d'horaires flexibles. Elle finança la formation professionnelle de jeunes sans emploi. Dans son bureau, une photo trônait toujours au mur, pas de célébrité ni de trophée, mais celle de son premier vélo. Rouillé, tordu, magnifique. Un soir, bien après le départ de son équipe, Amara se tint devant la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas comme un million d'étoiles s'inclinant devant elle. Elle inspira profondément. Pas de musique, pas d'applaudissements. Personne pour regarder, mais elle sourit, car ce triomphe silencieux, constant, résonnait plus fort que toutes les ovations. Elle était née, et le monde n'oublierait jamais son nom. Le sol brillait sous le souffle frais de la climatisation. Les portes vitrées s'ouvraient et se refermaient comme des secrets, et les murs de Elite Logistics vibraient d'ordre et d'ambition. Le logo, une aile dorée enveloppant un colis, resplendissait derrière le comptoir d'accueil, symbole d'une femme qui, autrefois, livrait du pain à vélo, emprunté à une amie. Désormais, Amara arpentait ses couloirs en talons qui résonnaient comme un tambour de guerre. Sa présence était un manifeste, élégante, ancrée, redoutable. Son tailleur noir lui allait comme une armure, sa voix calme comme une tempête en attente. Elle n'avait pas besoin de crier pour être entendue, on l'écoutait dès qu'elle entrait dans une pièce. Et pourtant, elle saluait encore chaque employé avec un sourire, apportait encore le déjeuner du gardien le vendredi, s'arrêtait encore pour redresser un cadre de travers. Le pouvoir ne l'avait pas endurci, il avait simplement affiné sa concentration. En arrière-plan de cet empire, Evelyn balayait les sols. Elle portait un uniforme bleu simple, ses doigts autrefois manucurés, désormais durcis par le travail. Elle évitait les regards prolongés. Elle était efficace, respectueuse, invisible, comme elle le préférait. Ce qu'elle ignorait, c'était ceci. Elle nettoyait le sol de la femme que son fils avait autrefois jeté comme un vieux vêtement. Un après-midi, alors qu'Amara examinait des rapports logistiques dans son bureau vitré, sa secrétaire frappa doucement à la porte. « Madame, l'une des femmes de ménage, Evelyn. Elle dit qu'elle a besoin de vous parler. C'est urgent. » Amara haussa un sourcil, intrigué. « Faites-la entrer. » Evelyn entra, tête baissée, les mains tordant nerveusement l'ourlet de sa chemise. « Madame, Amara, dit-elle d'une voix douce, je ne savais pas que cette entreprise était la vôtre. » Amara ne broncha pas, elle s'y attendait. Evelyn leva les yeux, brillants de larmes. « Mon fils, Léonard, il est perdu, il n'a pas trouvé de travail, il est à bout, il a besoin d'aide. » Un silence, une respiration. « S'il vous plaît, » murmura Evelyn, « je sais ce qu'il vous a fait. Moff, je ne peux pas l'effacer, mais je sais aussi le cœur que vous avez. Donnez-lui juste une chance. » Amara observa la femme, celle-là même qui autrefois l'avait regardée de haut. Mais aujourd'hui, plus de perles, plus de parfums, juste l'humilité et une douleur maternelle née de la vraie détresse. Elle acquiesça lentement. « Dites-lui de déposer sa candidature, demain. » Evelyn eut un souffle d'étonnement, joignant ses mains. « Merci, que Dieu vous bénisse. » « Merci. » Quand elle partit, Amara se leva et contempla la ville qu'elle avait conquise. Son passé venait de franchir de nouveau sa porte, mais cette fois, elle ne tremblait pas. Le lendemain, Léonard arriva. Ses chaussures étaient usées, sa chemise propre mais délavée, et l'enveloppe dans sa main était un peu froissée. Il leva les yeux vers le bâtiment étincelant, Elite Logistics, comme un homme regardant un monde qu'il avait autrefois tenu, mais perdu. Il était venu à pied. Pas de chauffeur, pas de voiture, juste de la sueur et des regrets dans les poches. À l'accueil, il toussota. « Ma mère, elle travaille ici. Elle m'a dit qu'il y avait un poste. » La réceptionniste hocha la tête, prit l'enveloppe et tapa sur son clavier. « Veuillez patienter, la PDG souhaite vous voir. » Léonard cligna des yeux. « La PDG ? Oui, suivez-moi. » Chaque pas dans le long couloir pesait plus que le précédent. Son cœur cognait dans sa poitrine comme un verdict prêt à tomber. La réceptionniste ouvrit une porte en bois. Entrez. Léonard franchit le seuil et se figea. Derrière un bureau en verre, Amara était assise. Sa présence imposait le silence à toute la pièce. Elle ne se leva pas. Elle ne parla pas. Elle se contenta de le regarder, calme, posé, inatteignable. La bouche de Léonard s'assécha. « Amara, balbutia-t-il. »
Elle s'appuya contre le dossier, croisant les bras, un léger sourire aux lèvres. « Il paraît que tu cherches du travail. » Il déglutit. « Je ne savais pas que c'était ton entreprise. Est-ce que ça aurait changé quelque chose ?» Un long silence. « Non, dit-il à peine. Enfin, je ne sais pas. » Ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Ta mère est l'une de mes employées les plus fiables. Elle ne s'est jamais plainte, jamais comportée comme si tout lui était dû. Je respecte ça. » La honte de Léonard était épaisse, suffocante. Il baissa les yeux. « Dis-moi, dit Amara d'une voix égale et tranchante, pourquoi devrais-je t'embaucher ?» Ses lèvres s'ouvrirent. Rien ne sortit. Puis, lentement, il força les mots. « J'ai besoin d'une chance. J'ai fait des erreurs. Je t'ai blessé. Mais je ne suis plus le même homme. » Elle haussa un sourcil. « Et qu'as-tu à offrir à mon entreprise ?» J'ai travaillé avec des clients, dirigé des projets, géré des opérations. Je sais encadrer une équipe. J'ai tout perdu. Mais je n'ai pas perdu ma capacité d'apprendre, ni de travailler. Le silence s'étira, puis elle parla. « Je n'embauche pas par pitié, Léonard, j'embauche au mérite. Tu auras 3 mois d'essai, aucun traitement de faveur, aucun raccourci. Tu commenceras tout en bas, comme tout le monde. » Un soulagement le traversa comme une vague. « Merci, tu ne le regretteras pas. » Elle se pencha légèrement, sa voix glacée. « Oh, j'ai déjà des regrets, Léonard. L'un d'eux, c'est d'avoir cru un jour que tu voyais en moi plus que mes origines. » Il tressaillit. « Mais on verra bien, dit-elle. Voyons qui tu es, sans l'or et le nom. » Elle désigna la porte. « Tu commences lundi. » Léonard quitta la pièce lentement, le poids de sa grâce plus lourd que n'importe quelle insulte. Les rôles s'étaient inversés, et la roue avait tourné. Sur la poitrine de Léonard, un badge blanc portait une simple inscription noire. Assistant opération. Pas de titre, pas de cadre junior, pas de bureau d'angle ni de fauteuil en cuir. Juste un badge discret, sa nouvelle identité. Il partageait un bureau dans un open space bruyant, coincé entre le bourdonnement des imprimantes et les bavardages des coordinateurs logistiques. Son ordinateur était lent. La climatisation n'atteignait jamais son coin et personne ne lui proposait de café. Mais pour une fois, personne ne s'intéressait à son passé. Seul comptait sa capacité à faire le travail. Il répondait à une femme 10 ans plus jeune que lui, qui donnait ses directives avec la précision d'un sergent instructeur, sans jamais trembler devant son nom de famille. Ici, les noms ne comptaient pas. Seule la performance faisait foi. Léonard n'était plus le fils d'Esmond. Il était juste Léonard. Et étrangement, cette vérité était à la fois écrasante et libératrice. Ses premières tâches étaient simples, mettre à jour les registres de livraison, confirmer les ramassages de colis, gérer les itinéraires de circulation. Il allait chercher des documents, planifiait les horaires des livreurs, corrigeait des adresses erronées. C'était un travail fatigant, répétitif, mais pour la première fois, il méritait la sueur sur sa chemise. À la pause déjeuner, il s'asseyait en silence dans la salle commune, mangeant du riz et de la sauce préparée par sa mère, dans une boîte en plastique. Autour de lui, ses collègues riaient de blagues, partageaient leurs projets du week-end, débattaient de football. Personne ne savait qui il avait été. Ou si c'était le cas, personne ne s'en souciait. Mais ce que Léonard remarquait, ce qu'il ne pouvait pas ne pas remarquer, c'était elle, Amara. Elle glissait dans les couloirs comme le vent, gracieuse, maîtrisée, avec cette autorité qui faisait même se redresser les membres du conseil. Elle portait son pouvoir comme un parfum, subtil mais indéniable. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, on l'écoutait. Lorsqu'elle parlait, les décisions changeaient. Léonard l'observait à distance. Non pas par amertume, mais par admiration. Elle était tout ce qu'il avait un jour cru qu'elle ne deviendrait jamais. Un après-midi, l'entreprise fit face à une crise de livraison, 2 envois majeurs bloqués à cause de problèmes de dédouanement. Une tension électrique traversa l'étage comme un câble arraché. Les managers paniquaient. Les téléphones sonnaient sans relâche. Puis Amara entra. Elle ne haussa pas le ton. Elle ne céda pas à la panique. Elle posa des questions. Elle écouta. Elle donna des instructions avec calme. Léonard s'avança et proposa une solution, s'appuyant sur des techniques de négociation qu'il avait apprises lors des réunions de son père. Amara marqua une pause, le regarda et hocha légèrement la tête. « Rédige la proposition. Je veux ça sur mon bureau avant midi. » C'était tout. Pas de sourire, pas d'éloge,
juste une attente. Elle croyait au travail, pas à la sentimentalité. Ce soir-là, Léonard resta tard pour terminer la proposition. Lorsqu'il quitta l'immeuble, épuisé mais étrangement satisfait, il aperçut Amara sur le parking. Elle n'était pas seule. Un homme grand, élégant, tenait la portière d'une voiture. Il rit à quelque chose qu'elle dit, et elle rit aussi, un rire doux, sincère. Ce n'était pas ce rire tendu, retenu qu'elle lui réservait autrefois. C'était un rire vrai. Ils partirent ensemble, les phares tranchant la nuit. Léonard resta figé, sa poitrine saisie par un froid plus vif que le vent. Il ne l'avait jamais vraiment imaginé passer à autre chose. Pas vraiment. Dans un coin de son esprit, Amara avait toujours été sienne, celle qui attendait, qui souffrait, qui pardonnerait peut-être. Mais cette Amara, elle l'avait dépassée. Il rentra chez lui ce soir-là, le silence noué dans sa gorge. Sa mère lui demanda comment s'était passée sa journée, mais il hocha simplement la tête, mâchant sans goût le repas qu'elle lui avait préparé. Il s'allongea sur le matelas mince, fixant le plafond fissuré, et comprit enfin quelque chose de cruel, mais de vrai. Il était devenu ordinaire. Pas parce qu'il n'avait pas de valeur, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de lui pour voir la sienne. Amara ne le regardait plus comme s'il était son monde, et cela faisait mal. Mais sous cette douleur, il y avait autre chose. Quelque chose comme l'humilité. Il n'était pas un roi déchu de son trône. Il était un homme en train d'apprendre à tenir debout, sans trône. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un léger tintement. Léonard entra, la respiration courte, les pommes moites. C'était la fin de journée, les bureaux presque vides, et pour une fois, le destin lui offrait un moment seul avec elle. Amara entra juste avant que les portes ne se referment, un dossier glissé sous le bras, sa silhouette élégante sous la lumière douce du plafond. Elle appuya sur le bouton du toit sans même lui accorder un regard. Le silence tomba autour d'eux, dense et chargé. Léonard fixait droit devant lui les portes en acier poli, mais son cœur battait comme des tambours de guerre. Il ne pouvait plus le contenir. « Je t'ai vu, dit-il doucement, avec cet homme. » Amara ne bougea pas. Son regard restait fixé sur les chiffres qui défilaient. « Et alors ?» Léonard hésita. « Qui est-ce » Elle tourna légèrement la tête, son expression indéchiffrable. « Un partenaire d'affaires. Pourquoi ça t'intéresse ?»« Parce que, » il déglutit, « parce que j'ai fait une erreur. » Elle le regarda alors, pour de vrai. Et le poids de ce regard lui coupa presque le souffle. « Je me suis trompé, Amara, murmura-t-il. Je croyais que l'argent comptait plus que l'amour. Je pensais avoir besoin de quelqu'un qui corresponde à la vie que j'avais, pas de quelqu'un qui me pousse à la remettre en question. Mais aujourd'hui, je te vois, la femme que tu es devenue. Tu es puissante, brillante, courageuse. » Elle inclina légèrement la tête, presque curieuse. « Et tu me manques, avoua-t-il. Nous me manquons. » Un silence, puis un autre. Et Amara fit alors quelque chose à quoi il ne s'attendait pas. Elle rit, pas de moquerie, mais de tristesse, de vérité. « Nous te manquons ?» répéta-t-elle d'une voix basse. « Léonard, est-ce que tu te souviens seulement de qui j'étais à l'époque ?» Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle s'approcha, sa voix devenant claire, forte, stable. « J'étais une fille qui t'aimait follement, qui cachait sa honte, ses blessures, son foyer, juste pour que toi tu sois à l'aise. Je me suis tordu dans tous les sens pour entrer dans ton monde, alors que toi, tu n'as jamais essayé d'entrer dans le mien. » Ces mots étaient des lames, mais précises, chirurgicales, sincères. « Je t'ai donné mon cœur, » continua-t-elle, « et tu l'as comparé à ton compte en banque. » Léonard baissa les yeux, la honte remontant comme la fumée d'un ancien brasier. « Mais tu sais ce qui m'a le plus brisé ?» dit-elle plus doucement. « Ce n'est pas que tu sois parti, c'est pourquoi tu es parti. Tu m'as fait croire que je n'étais pas suffisante, que ma valeur pouvait se mesurer à la taille de ma maison ou à la soupe que servait ma mère. » Elle inspira profondément. « J'avais de la valeur même quand je n'avais rien, Léonard. » Sa voix tremblait, non par faiblesse, mais par force. Et tu n'as pas su le voir. L'ascenseur arriva au dernier étage. Les portes s'ouvrirent. Amara sortit, s'arrêtant un instant sur le seuil. « Tu me vois maintenant, » dit-elle en tournant brièvement la tête. « Mais c'est trop tard. » Et elle s'éloigna. Le vent l'accueillit comme un vieil ami, tandis qu'elle avançait sur le toit, ses cheveux dansant au vent,
sa silhouette découpée dans le ciel comme une statue de force sous le soleil mourant. Léonard resta dans l'ascenseur, immobile, sans souffle. Elle n'avait pas crié, elle ne l'avait pas insulté. Elle avait simplement dit la vérité et l'avait laissé seule, debout au milieu des ruines de tout ce qu'il aurait pu avoir. S'il l'avait vue à l'époque comme il la voyait aujourd'hui, ce chagrin-là, cette fois, c'était à lui seul de le porter. La lumière au-dessus du bureau de Léonard clignotait faiblement. C'était le soir, désormais. Le reste du bureau résonnait des frappes discrètes sur les claviers et du tic-tac régulier des horloges. Le soleil descendait lentement derrière les toits de la ville, projetant de longs rayons dorés sur les murs de Elite Logistics. Le monde dehors courait encore, rêvait encore, mais à l'intérieur de cette petite bulle d'espace, Léonard restait immobile. Devant lui, un courriel. Objet, confirmation d'embauche, poste permanent. Il le fixa longtemps. Il ne pleura pas. Il ne sourit pas non plus. Mais au fond de lui, quelque chose bougea. Pas comme une porte qui s'ouvre brusquement, plutôt comme un vieux bois qui craque, une acceptation silencieuse. C'était ça, sa vie maintenant. Pas l'héritier d'un empire, pas le fils gâté de la richesse, pas ce garçon en chaussures de luxe qui méprisait la pauvreté à travers une vitre teintée. Juste Léonard. Un homme avec un travail, un homme qui avait regagné sa dignité, fichier après fichier, tournée après tournée, nuit après nuit. Il s'adossa sur sa chaise, laissant l'air quitter ses poumons comme la poussière d'une pièce longtemps fermée. Le bureau devant lui était ordinaire. Pas de marbre, pas d'acajou, juste du bois stratifié avec un coin ébréché et un post-it où l'on pouvait lire « Réunion à 9 heures ». Mais ce bureau était à lui. Il jeta un coup d'œil autour de lui, vers les autres employés, des gens devenus amis, qui partageaient leur repas avec lui, plaisantaient avec lui, le respectaient. Pas pour ce qu'il avait été, mais pour comment il était devenu. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de fanfares, juste une paix discrète. Et pourtant, il y avait une douleur. Une petite douleur sourde, tenace, qui ne s'effaçait jamais vraiment. Parce que peu importe combien il reconstruirait, il y avait une chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. Elle. Du couloir monta un rire, léger, élégant, sûr de lui. Amara. Elle traversait les bureaux comme une brise pleine de buts, entourée de directeurs en costume sur mesure. Ses talons claquaient avec régularité. Son sourire était chaleureux mais concentré. Elle portait en elle le poids de 10 victoires et la grâce d'une femme qui n'avait plus besoin d'approbation. Elle passa devant son bureau sans un regard, pas par mépris, mais parce qu'elle avait simplement tourné la page. Elle était devenue la vision qu'elle avait toujours eue d'elle-même. Léonard ne l'appela pas, il ne se leva pas, il se contenta de l'observer, les mains croisées sur ses genoux. Et dans cet instant figé, il vit non seulement la femme qu'il avait perdue, mais la vie qu'il aurait pu construire. Une vie où il aurait reconnu sa valeur dès le départ, où ils auraient bâti ensemble, grandi ensemble. Une vie simple, mais tissée de rêves communs. Une vie qu'il avait un jour considérée comme indigne de lui, et qui était aujourd'hui bien au-dessus de sa portée. Mais il ne pleura pas. Il hocha simplement la tête, murmura « Merci », pas pour elle, mais pour la douleur, la chute, le long chemin dans l'ombre qui l'avait mené vers quelque chose de brut et d'authentique. Il était rené. Pas en roi, pas en amant, mais en homme. Un homme qui comprenait désormais que certaines pertes sont définitives, que certaines leçons coûtent tout, et que certaines femmes, elles partent la tête haute, parce qu'elles n'ont jamais eu besoin d'être sauvées. Elles avaient juste besoin d'être reconnues. Et maintenant, trop tard, il la voyait, et ce serait là le fardeau qu'il porterait, pour toujours.